Aujourd'hui, on va à nouveau parler de passage à l'échelle, en l'occurrence, comment réussir à garder un alignement technique entre les équipes. On a déjà parlé dans Scrum Life de passage à l'échelle, notamment sur un épisode où on essayait de mettre en relation le rôle de PO, Product Owner, et de PM, Product Manager. Sans aucun doute, le sujet du passage à l'échelle, c'est un sujet qui est compliqué, qui reste compliqué. Pour essayer de le simplifier un peu, j'ai justement écrit un article sur le sujet. Je vous mets ça bien sûr dans la description, vous irez le voir après cet épisode si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur une problématique qui est vraiment spécifique au passage à l'échelle, mais qu'on va retrouver quel que soit le modèle, le framework, la manière dont on s'y prend pour passer à l'échelle, c'est l'alignement technique. Comment réussir à avoir un alignement technique entre les équipes et à le garder. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par alignement technique ? C'est le fait d'avoir plusieurs équipes qui vont travailler en même temps sur la même solution technique. Il faut qu'elles réussissent à la créer, cette solution, et à la maintenir, bien sûr, après. L'exemple le plus évident serait lorsque ces équipes partagent la même base de code. Voilà, mais qui c'est qui a poussé ce code là? Il ressemble à rien là. Mais est-ce qu'il a été revu par quelqu'un au juste? Non mais attends, et les tests unitaires alors? Il n'y en a pas? Non mais sérieux quoi? Ou alors, peut-être que les équipes ne travaillent pas toutes en même temps sur la base de code, ce sont quelque chose qu'elles partagent. Par exemple, lorsqu'un développeur change d'équipe. Oh là là, mais vous écrivez pas du tout le code comme dans mon ancienne équipe, hein? Ça va me prendre un peu de temps de m'habituer, hein. On peut aussi parler du cas de figure où les équipes ne partagent pas la même base de code, mais ont néanmoins une interaction forte entre elles, typiquement via des appels d'API. Je suis désolé, mais je comprends pas. Voilà, j'essaie d'utiliser leur nouvelle API là, mais elle marche pas du tout comme les autres. Salut, vous allez bien? Je viens vous voir pour vous demander de mettre à jour votre API. En fait, il faudrait la faire autrement. Elle correspond pas du tout à comment nous on va l'utiliser, quoi. Ah bon? Ah non, mais nous, franchement, on pensait vraiment que vous alliez l'utiliser comme ça, hein. Pour faciliter ces choses-là, certaines entreprises font le choix de regrouper, de centraliser tous les aspects techniques majeurs via une cellule architecte. Et en effet, c'est une réponse pertinente pour répondre à ce problème. Cependant, ça ne résout pas tous les problèmes non plus. Parce que finalement, c'est une bonne réponse pour les problèmes de très haut niveau. Par contre, ça ne répond pas aux problèmes très terre-à-terre du quotidien. Eh les gars, il faut que je vous raconte un truc. Vous savez ce que j'ai découvert? Vous savez, donc dans les API, on utilise tous des dates, hein, mais franchement, il n'y a pas deux équipes qui ont la même implème. Dans chaque équipe, on écrit le code autrement, quoi. Entre nous, je tiens à préciser que quoi qu'il arrive, je ne suis pas fan de cette approche de la cellule architecte. Il faut que les personnes elles soient dedans pour se rendre compte comment ça se passe, quoi. Il n'y a rien de pire que ce qu'on appelle l'architecte tour d'ivoire, quoi, voilà, qui est dans son coin, qui décide des choses et qui les impose à tout le monde, alors que jamais il les vit, quoi. Et pour le input manager, hein, vous faites bien un singleton, hein, j'insiste. Hein. Il y a encore un singleton de plus, quoi. Non mais sérieux, après c'est trop galère de faire les tests unitaires. Puis input manager, je pense qu'on peut trouver un meilleur nom que ça, hein, parce que là, avec un nom pareil, ça peut faire tout n'importe quoi. Hein. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? En un mot, la maintenabilité. Cet alignement technique est au cœur de la mise en place des bonnes pratiques qui vont permettre de limiter la dette technique. Bienvenue dans l'équipe. Bon je vais t'expliquer comment on travaille ici. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout code qu'on produit, sans exception, doit être couvert par un test automatique. Et d'une manière générale, il est question d'apporter une forme de cohérence globale au sujet qui s'y prête. Un des exemples les plus classiques étant les conventions de codage. Et s'il y a bien un truc qui est cool dans cette boîte, c'est qu'on a des conventions de codage qui sont les mêmes pour toute la boîte, dans toutes les équipes. Du coup, quand tu changes d'équipe, tac, 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 t'es directement opérationnel. Super confortable. Moi, je me rappelle, les autres boîtes où j'ai travaillé, c'était pas comme ça. Tu changeais de projet, toutes tes nouvelles merge requests, les gars, ils défonçaient tout. Tu mettais plusieurs semaines, voire parfois plus, pour bien te mettre dans le moule la nouvelle manière de faire. Puis le pire, c'est quand tu touchais à plusieurs projets, voilà, tu te trouvais à faire des trucs un peu ambigus, un peu entre les équipes, ou à toucher à du legacy. Tu deviens un peu schizophrène, quoi. Donc ce code-là, il faut que je l'écrive comme ça, super carré. Celui-là, il faut que j'écrive comme ça, et tout. C'est un peu compliqué. Hein. Ça peut être des mauvaises conventions, c'est mieux que pas de convention. Mais il est aussi question de gagner du temps en factorisant des outils du code des librairies que plusieurs équipes utilisent. Du coup, pour ça, on s'est fait une petite librairie qui regroupe ce serveur simulé et puis aussi tous les cas classiques, passants, non passants. Voilà. Ça nous sert pour tous nos tests maintenant. Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Mais bien sûr, allez-y, foncez, ça nous fait super plaisir. Hein. Non, mais clairement, vous embêtez pas à refaire tout le taf qu'on a déjà fait, quoi. Cette question de l'alignement technique est tellement essentielle que j'ai envie de dire, une organisation de passage à l'échelle va forcément dans le mur si elle n'a rien prévu
pour gérer cet alignement technique. Et ça peut aller dans le mur à très court terme, hein. Chaque équipe fait n'importe quoi, fait comme elle l'entend, ça part dans tous les sens, et puis au final, rien ne marche parce que elles font peut-être un truc qui va dans leur coin, mais qui ne marche pas avec ce qu'il y a à côté, et on a besoin de tout ensemble pour que ça fonctionne. Ou à plus long terme, c'est que ça marche, hein, tout se passe plutôt bien, sauf que chaque nouveau développement introduit de la dette technique, qui va être comme une bombe à retardement. Et donc oui, il y aura un moment où ça pètera. Ce besoin d'alignement technique, il doit être accompagné. Il nécessite d'être prévu et organisé dans l'entreprise. Car c'est intrinsèquement lié au modèle de passage à l'échelle, hein, et de ce qu'on appelle les feature teams. On définit une organisation matricielle. Dans ce modèle matriciel, les équipes sont généralement pilotées par le produit, par le business, par la valeur, par ce qui compte réellement au final. Dans un modèle type feature team, c'est justement ce qui structure l'organisation, d'avoir des équipes pluridisciplinaires capables de gérer un problème de bout en bout pour répondre très très vite à un besoin business. C'est bon, le côté back-end est fait. Et hop, le front aussi est prêt. J'ai fini d'explorer la nouvelle fonctionnalité, rien à signaler, tout marche nickel. Et boum, encore une feature qui apporte de la valeur, faite en 2 jours. Et en même temps, on ne peut pas faire fi de la dimension technique. Comme je l'ai expliqué, cela nous mènerait inévitablement à l'échec. Problème de maintenabilité, dette technique non maîtrisée. Pour générer et maintenir cet alignement technique, on met généralement en place ce qu'on appelle des communautés de pratique. Cet élément d'organisation porte un nom différent selon le framework utilisé. Il porte effectivement ce nom-là lorsqu'on est en laisse. Si on prend le retour d'expérience de Spotify, ils appellent ça plutôt chapter. Peu importe le nom, ce besoin est généré par cette organisation matricielle et on a toujours ce besoin de communautés de pratique. Donc ces communautés de pratique sont très très importantes. Pour autant, il ne suffit pas de décréter qu'elles existent pour qu'elles se mettent en place et qu'elles fonctionnent. C'est une approche naïve que de penser que ces communautés vont se structurer toutes seules. Dans la majorité des entreprises, le quotidien prend le pas sur le temps et l'effort nécessaire à passer pour structurer, construire, faire vivre, animer ces communautés. Comme toujours, la bonne solution pour vous, elle va être spécifique à votre contexte, à votre business, à votre entreprise, à vos équipes, au caractère des personnes qui constituent ces équipes-là. Plutôt que de vous proposer des solutions qui seraient forcément un peu trop généralistes ou trop orientées, je vais plutôt poser des questions, essayer de susciter la réflexion chez vous pour que vous puissiez mener justement cette réflexion-là et trouver la bonne solution pour vous. Premier point, comment réserver du temps? Ah bah oui, aujourd'hui c'est jeudi, ils sont en communauté, ils sont pas là les devs. Autre axe de réflexion, comment s'assurer que la communauté vit? Et est-ce qu'il faut un animateur? Avoir un lead de communauté ou un animateur de communauté, c'est probablement une bonne idée. Vraiment, pensez bien que faire vivre la communauté, c'est pas facile et ça va pas se passer tout seul. N'oubliez pas, encore une fois, que ça se rajoute par-dessus tout le reste. Donc d'avoir un bon lead, un bon animateur, ça fera toute la différence. Une autre question à se poser, et qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ce temps dédié aux communautés? Pendant ce temps dédié, la communauté peut faire tout un tas de choses différentes, qui, en fait, vont pas mal dépendre de la maturité de cette communauté, justement. Au grand minimum, on s'attend à ce que cette communauté uniformise les bonnes pratiques de développement. Encore une fois, typiquement, les conventions de codage. Ici, on utilise des espaces, pas des tabulations, ok? Configurez bien vos IDE, hein. On imagine aussi assez naturellement que ces communautés vont organiser des sessions de revue de code collective où justement beaucoup de personnes vont se retrouver pour s'aligner concrètement sur comment on doit écrire le code, comment on doit le formuler, comment on doit le concevoir. On imagine aussi assez facilement que ces membres de la communauté partagent les éléments de leur veille technique qu'ils font chacun dans leur coin, voire qu'ils font une veille technique commune, et ensuite ils vont partager, peut-être aussi ils vont faire des dojos ensemble pour tester des choses, pour s'entraîner ensemble, etc. Bonjour à tous, j'ai fait un comparatif entre Angular, React et puis Vue.js, donc je viens vous partager les conclusions de ce comparatif. Personnellement, moi je m'attendrais aussi d'une communauté de pratique mature, qu'elles d'elles-mêmes prennent des initiatives à faire des investigations techniques sur des sujets qui pourront servir le produit. Voilà, tester une nouvelle techno, quelque chose, avec derrière les implications produits qu'elles peuvent avoir. On voulait challenger, voir si c'était facile de porter notre application iOS sur Apple TV. Et ben oui, c'est facile, ça se fait très bien. Et du coup, voilà, donc on voulait partager ces conclusions avec vous parce qu'on se dit
que ça peut être une piste intéressante d'évolution de produit, de justement d'intégrer le côté Apple TV dans l'offre qu'on propose. Encore une fois, comme souvent, c'est à chaque organisation de trouver sa propre solution. Mais dans tous les cas, ce n'est pas simple. C'est un réel challenge de réussir à constituer et surtout à faire vivre ces communautés de pratique. Ceci étant dit, on n'a pas vraiment le choix. Si on n'arrive pas à structurer et à faire vivre ces communautés de pratique, c'est tout le modèle de passage à l'échelle qui va s'effondrer. Et fondamentalement, la solution, indépendamment de sa forme, c'est de réussir à laisser de l'espace vital aux équipes et à ses membres pour qu'elles puissent justement se structurer et s'aligner techniquement. Et dit autrement, c'est réussir à avoir un véritable mindset agile où on prend le temps de bien faire les choses plutôt que de courir à l'objectif. À la semaine prochaine! Vous êtes mes plus grands fans!